Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cet événement France Pulvé, organisé dans le cadre de la deuxième édition des rencontres de Vitisphère consacrée au biocontrôle. Donc, France Pulvé a choisi de vous parler de pulvérisation et de vous livrer les clés de la réussite en la matière. C'est aussi l'occasion d'échanger avec notre intervenant du jour. Pour cela, utilisez le cadre réservé à cet effet en cours de présentation, comme vous l'indique le schéma. Je me chargerai de relayer vos questions en deuxième partie de webinaire. Vous aurez également l'occasion de prendre la parole si vous le souhaitez en cliquant sur la main de la console GoToWebinar. Et dès que le micro devient vert, la parole sera à vous. Pour l'heure, c'est notre intervenant, donc Jean-Christophe Rousseau, qui va nous parler. Donc, France Pulvé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fédération de marques spécialistes de la pulvérisation qui a pour but de répondre aux besoins de chaque utilisateur. Donc, comme je vous le disais, nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Rousseau. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter en 2 mots? Alors, donc, je m'appelle Jean-Christophe Rousseau et je suis responsable produit chez France Pulvé pour nos gammes de pulvérisateurs pour vignes et vergers, donc pour les marques Berthoud, Nicolas et Technoma. Merci. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui de performance de la pulvérisation, un objectif qui doit être partagé par toute la profession pour répondre aux multiples enjeux liés à la protection des vignobles. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Monsieur Rousseau, je vous laisse la parole. Alors, pour commencer, on va rappeler les enjeux essentiels de la pulvérisation. Ça a déjà été évoqué dans les webinaires qui ont précédé mon intervention. Je vais, moi, donner un éclairage un petit peu différent qui va être, je pense, très complémentaire de ce qui a été présenté précédemment. Donc, le premier enjeu, c'est la performance, donc la performance agronomique, c'est-à-dire l'efficacité des traitements. Il y a un deuxième enjeu de performance qui est très important, c'est celui de la productivité, c'est-à-dire plus prosaïquement du débit de chantier. Donc, il faut être capable de pulvériser bien, mais également vite, parce que, vous le savez mieux que moi, les fenêtres d'intervention sont de plus en plus étroites. Et en termes d'organisation, la pulvérisation devient donc quelque chose de plus en plus compliqué à gérer. Ensuite, bien entendu, au-delà de ces enjeux de performance, comme ça a été dit précédemment, il y a des enjeux liés à la sécurité, donc sécurité de l'opérateur, à l'environnement également. Et puis, on a une réglementation de plus en plus contraignante en matière de pulvérisation, ainsi que des bonnes pratiques voilà, qui sont aujourd'hui quasiment, je dirais, presque obligatoires. Alors, ce petit schéma, simplement pour, on va dire, introduire le sujet, comment évaluer la performance de pulvérisation. Donc, on a la performance agronomique. Donc, la performance agronomique, c'est, on va dire, l'efficace, c'est ce qui va en fait directement induire l'efficacité des traitements. Et on a deux facteurs qui sont déterminants, la quantité de produits appliqués et la répartition du produit appliqué. Et puis, on a la performance environnementale, et qui est principalement liée à la dérive. Il y a d'autres enjeux autour de cette performance environnementale avec les pertes au sol et également les risques de pollution ponctuelle, mais aujourd'hui, c'est cet enjeu dérive qui est l'enjeu essentiel. Donc, cette performance environnementale, elle a notamment, et cette dérive, elle a notamment un impact sur le risque au niveau des points d'eau, et également ce sujet qui est de plus en plus d'actualité, les problématiques de voisinage. Alors, donc voilà, ma présentation va être axée en ce qui concerne en tout cas la qualité de pulvérisation sur principalement ces deux enjeux de quantité et de répartition. Alors, quand on parle de pulvérisation, il ne faut pas oublier que la pulvérisation, c'est un ensemble de facteurs qui interviennent. Il y a bien entendu d'abord le matériel, donc c'est important pour vous de bien choisir votre pulvérisateur.
C'est un investissement donc qui est quand même relativement important et qui, je dirais, qu'on ne fait pas tous les jours. Donc, c'est vraiment important lors d'un investissement de se poser les bonnes questions. Donc, qualité d'application, bien entendu, mais aussi, et c'est toujours un compromis en général, le choix d'un matériel, maniabilité et débit de chantier. Et puis, deuxième élément important, ça a été également dit précédemment, le choix des paramètres de traitement comme le volume hectare, la vitesse d'avancement, etc. Ensuite, le réglage, ça a également été dit précédemment, c'est essentiel de bien régler son matériel. On peut avoir le meilleur appareil, la meilleure machine du monde, entre guillemets, et si elle est mal réglée, elle n'obtiendra pas de bons résultats. Et puis, les conditions climatiques, bon, ça a été également évoqué, la météo est un élément clé, en particulier la température, l'hygrométrie. Je ne reviendrai pas là-dessus. Bien entendu, également la vitesse du vent, comme vous le savez, c'est un élément également qui fait partie de la réglementation. Et puis, dernier point, le respect de la réglementation et les bonnes pratiques. Alors, on va d'abord, je vais évoquer un certain nombre de ces facteurs. Je ne vais pas tous les passer en détail. J'insisterai principalement sur le choix du matériel et également sur le réglage du matériel. Donc, bien choisir son matériel, c'est donc déjà s'assurer de la performance du matériel en termes de qualité d'application. Et la qualité d'application, comment on l'évalue? On l'évalue en mesurant les dépôts. Donc, on pulvérise une bouillie à un certain volume hectare avec un certain réglage, une certaine pression, etc. En passant par exemple tous les rangs ou tous les 2 rangs en fonction des matériels utilisés. La question qui se pose, c'est finalement qu'est-ce qui atteint la cible? Donc, quelles sont les quantités qui vont se déposer sur la cible et comment cette bouillie se répartit sur la cible? Alors, on fait pour ça, en fait, il faut donc poser des collecteurs au niveau de la vigne pour donc mesurer effectivement les quantités qui atteignent la cible. Donc ces collecteurs, il faut les poser à différents niveaux dans la vigne et il faut également en poser un certain nombre pour que les résultats obtenus soient représentatifs et significatifs. Donc ces essais qui se font à la vigne, ça fait plus d'une vingtaine d'années que ce type d'essai est réalisé. Ce sont des essais qui sont très lourds à mettre en œuvre, qui nécessitent aussi, je dirais, pas mal de personnes sur le terrain. Donc une organisation qui est assez complexe et puis également une période d'intervention qui est limitée par évidemment la période végétative de la vigne. Et puis l'autre inconvénient de cette méthode, même si elle reste très intéressante, c'est la difficulté de comparer des matériels entre eux parce que les résultats qu'on obtient dépendent directement de la vigne dans laquelle on fait les essais. C'est-à-dire que si on veut comparer des matériels entre eux, il faudra les comparer dans la même vigne. Et même ça, c'est pas facile parce que dans une vigne, vous le savez très bien, il y a aussi une certaine variabilité entre les rangs et puis même sur le rang. Et donc, c'est pas très facile de comparer, de trouver vraiment voilà, une vigne qui soit parfaitement homogène. Donc, c'est la limite de ce type de méthode. Voilà, c'est pour ça que depuis quelques années, donc l'IFV en particulier a travaillé sur une méthode d'essai qui est basée sur l'utilisation d'un banc qui s'appelle Evas Previti, qui est un banc qui permet de reproduire une vigne de façon artificielle et donc qui a le gros avantage de s'affranchir des difficultés d'organisation qu'on a évoquées précédemment, et puis surtout qui a un gros avantage, c'est celui de pouvoir standardiser les conditions d'essai et donc comparer les matériels exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que le banc de collecte qu'on utilise, il est le même, quel que soit le type de matériel utilisé, bien entendu. Et donc, ça permet de véritablement tester des appareils différents dans des conditions différentes. Et donc, tester des appareils et les comparer entre eux, ça présente un intérêt indéniable en viticulture, compte tenu du grand nombre de types de machines qui existent aujourd'hui. Donc, des appareils pneumatiques, des appareils phase par phase, des appareils G-portés, des aéroconvecteurs, des appareils avec panneaux récupérateurs.
finalement comment apprécier la qualité de ces différents matériels. Et donc c'est l'objectif de cette démarche qui a été entamée il y a une dizaine d'années par l'IFV et qui a amené à la classification dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle performance PUV, et dont je vais parler un peu plus dans le détail par la suite. Alors, juste pour donner quelques éléments complémentaires sur ce banc, il est important d'avoir à l'esprit que ce banc, il est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on peut le faire évoluer de manière à reproduire les conditions de la vigne à différents stades végétatifs, donc stade précoce, stade intermédiaire et pleine végétation pour les vignes larges. Et puis on a un banc également qui est adapté pour la vigne étroite. Dans le cas de la vigne large, on simule une vigne plantée à 2,50 m d'adhérent, et dans le cas de la vigne étroite, on simule une vigne plantée à 1,10 m avec un banc évidemment qui fait une hauteur et une épaisseur qui correspondent à une vigne étroite, on va dire standard. Alors, comment est-ce qu'on mesure les dépôts? Donc, pour mesurer les dépôts, on pulvérise une bouillie qui contient un traceur. Ensuite, on récupère, on échantillonne au sein du banc, donc en prélevant un certain nombre de feuilles. Et ensuite, on analyse au laboratoire, on extrait le traceur et on obtient donc une quantité. Et on va observer deux éléments, deux indicateurs agronomiques, le dépôt moyen et puis très important également, la répartition des dépôts dans le feuillage, donc au niveau du banc. Alors, ces essais dont je viens de vous parler sur cette vigne artificielle qui s'appelle Eva Spraviti a conduit à la création d'un label qui s'appelle Performance Pulvée. Donc, Performance Pulvée, c'est une marque déposée par l'IFV et qui garantit de manière indépendante la performance des pulvérisateurs par des notations sur leur qualité d'application et leur potentiel de réduction des intrants phytosanitaires. Et les notations attribuées aux pulvérisateurs, donc par ce dispositif, reposent, comme on vient de le voir, sur les résultats d'essais des pulvérisateurs sur le banc d'essai Eva Spraviti, qui est une vigne artificielle assurant la standardisation des tests de pulvérisateur. Et il est important également d'indiquer que ce label, en tout cas, l'inscription au label est une démarche volontaire de la part des constructeurs. Et donc, je vous invite ultérieurement à aller visiter le site de Performance Pulvée. Donc, Performance Pulvée a créé un site internet qui est accessible au public, sur lequel vous retrouverez toutes les infos finalement que je vous présente aujourd'hui, ainsi que la liste exhaustive des matériels qui sont aujourd'hui labellisés Performance Pulvée. Merci pour cette première partie. Donc, nous avons bien compris comment la qualité d'application d'un pulvérisateur est évaluée. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire plus sur ce label Performance Pulvée? Comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que vous voulez approprier, vous, en tant que constructeur? Alors, donc, ce label, il fonctionne à partir de tests. En fait, il a été élaboré et construit à partir d'un nombre d'essais importants sur différents types de pulvérisateurs, donc différentes typologies de matériel, donc des appareils type aéroconvecteur, des voûtes pneumatiques, des appareils face par face pneumatique, face par face jet porté et panneaux récupérateurs. Donc ça a été une première phase de l'élaboration de ce label qui a permis en fait de mettre en évidence des différences de qualité d'application entre ces différentes typologies de machines. Et quand je dis différence de qualité d'application, c'est des niveaux de dépôt mesurés différents, avec des écarts très significatifs. Donc, ces différents niveaux, en fait, ont conduit à la création d'une échelle avec des lettres A+, A, B et C, un peu sur le principe de ce qu'on connaît tous pour l'électroménager en particulier. Donc, le niveau, en fait, on va commencer par le niveau B. En fait, B, c'est le niveau du matériel qui a été choisi comme matériel de référence. Donc, en vigne large, le matériel de référence qui a été choisi, c'est une voûte pneumatique qui passe tous les 2 rangs, c'est-à-dire qui traite toutes les faces. Donc ça, c'est le matériel de référence qui est réputé, je dirais, voilà, comme efficace à la vigne, donc permettant de protéger correctement la vigne.
Le niveau A, c'est un niveau qui correspond à un niveau de dépôt égal à 1,4 fois le dépôt de référence. En fait, ça correspond à un potentiel de réduction de 30% de la dose. C'est-à-dire que les machines qui sont dans cette catégorie, à dose pulvérisée égale par rapport à la référence, elles déposent 1,4 fois la quantité déposée par le matériel de référence. Et donc, c'est purement mathématique, hein, vous pouvez faire le calcul. Ça correspond à un potentiel de réduction de la dose appliquée de 30%. Et puis, vous avez la catégorie la plus élevée, A+, qui correspond en fait à un dépôt multiplié par 2 par rapport à la référence, qui ouvre la possibilité donc potentiellement de réduire la quantité appliquée de 50% pour se ramener finalement à la quantité qui a été déposée par la référence. Alors, donc, c'est à partir de ces notes qui sont donc dites notations détaillées, on obtient alors en fait un bouquet de notes qui correspond aux essais qui sont réalisés aux différents stades et avec, en particulier dans le cas des appareils à jet porté, avec deux types de buse à turbulence ou buse à injection d'air. Donc en fait, ça donne au total 6 notes, plus une septième note qui correspond à un essai qui est réalisé au stade précoce avec buse à injection d'air. Donc, donc là, je parle de la vigne large. Dans le cas de la vigne étroite, en fait, on obtient 5 notes. On a 2 notes, en fait, on a 4 notes au stade, enfin, on a 2 notes donc au stade précoce, buse injection d'air, buse classique. 2 notes au stade tardif, buse injection d'air, buse classique, plus une cinquième note qui correspond à un essai réalisé au stade précoce avec buse injection d'air. Alors, de ces 7 notes ou de ces 5 notes, on obtient ce qu'on appelle une note synthétique, qui permet de simplifier, on va dire, la classification, et donc en classes qui, elles, sont numérotées de 1 à 7. La classe 1 étant la classe la plus élevée et la classe 7 la moins élevée. Et en fait, donc, à partir des notations détaillées, on obtient 2 notes synthétiques, c'est-à-dire qu'on tient compte des 6 notes qui ont été obtenues donc avec les deux types de bus, hein, dans le cas des appareils G portés, voilà, ou panneaux récupérateurs par exemple. Donc, si on prend le cas ici de l'exemple que j'ai pris, à gauche, donc dans le tableau, on a A+, A+A, ça va donner une note de 2. Et puis A+, et A, ça donne une note de 2 avec la buse à injection d'air. Et idem, on a A+, ça donne une note de 2 avec la buse classique. Voilà. Donc voilà comment en fait fonctionne la notation et la classification. Alors en fait pour les constructeurs, pour rentrer dans cette classification, il y a deux possibilités, soit la voie de la typologie, soit la voie des tests. Donc la voie de la typologie, en fait, c'est une voie qui permet de noter les appareils simplement sur la base des essais qui ont été réalisés préalablement par l'IEV sur un panel de matériel de différentes technologies. Donc quand on rentre par cette voie-là, on obtient une note par défaut qui est fonction de la typologie du matériel qu'on souhaite homologuer. Si par exemple j'ai un appareil face par face G porté, compte tenu des essais qui ont été réalisés par l'IFV, je vais obtenir une note qui se situera donc entre 3 et 4. Donc idem pour les panneaux récupérateurs. Dans le cas de la voûte, des voûtes pneumatiques, on obtient une note synthétique de 5, et dans le cas des appareils donc aéroconvecteur et flux tangentiel, une note qui sera par défaut la note la plus faible, c'est-à-dire la classe 7. Alors, tous ces essais dont je viens de vous parler, évidemment, ils reposent sur les résultats qui ont été obtenus au travers des mesures réalisées sur le banc. Alors, on peut évidemment s'interroger sur le fait que, voilà, est-ce que ces essais sont représentatifs? Est-ce qu'on retrouve des choses similaires à la vigne?
Et c'est pour ça que je souhaitais vous présenter aussi les résultats. Alors, ce sont des essais qui ont été réalisés, là encore, par l'IEV, hein, dans des vignes qui se situent, je crois, dans l'Aude. Et donc, là, des essais donc, ont été réalisés dans la même vigne, avec différents types de matériel. Et ces essais montrent clairement, là encore, qu'on obtient des écarts très importants en matière de quantité déposée et de répartition dans le feuillage en fonction du type de matériel. Alors, ces essais montrent que, voilà, entre un aéro biturbine et un aéroconvecteur uniface, donc aéro biturbine qui passe tous les 4 rangs, aéroconvecteur uniface qui passe tous les 2 rangs, on multiplie par 2 les quantités appliquées. Et quand on passe d'un aéroconvecteur qui passe tous les 2 rangs à un face par face jet porté ou panneau récupérateur, on augmente encore les dépôts de 30%. Donc, on voit bien là, ici, voilà, au travers de ces essais réalisés à la vigne, qu'on a bien voilà, un écart important en matière d'efficacité en fonction du type de matériel utilisé. Merci de nouveau pour ces précisions. Si vous nous en parlez, c'est que vous devez, vous, en tant que constructeur, y adhérer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les notes qu'obtiennent vos matériels, Berthoud et Technoma notamment? Alors, en fait, effectivement, au niveau de France Pulvé, on s'est fortement impliqué dans ce dispositif. Je vous ai parlé de la voie donc de la typologie pour rentrer dans cette classification. Il existe une deuxième voie qui est la voie des tests. Dans ce cas, on teste réellement le matériel qu'on veut homologuer sur la vigne, sur le banc Evas Previti. Donc, c'était le choix qu'on a fait parce que ça nous semblait beaucoup plus logique de tester nos matériels plutôt que de simplement rentrer dans la classification par cette voie de la typologie qui est fonction en fait d'essais qui ont été réalisés sur un panel de matériel, mais pas sur notre propre matériel. Donc, en ce qui concerne Berthoud, donc des essais ont été réalisés en particulier avec nos équipements de pulvérisation face par face G-porté AirDrive, qui ont été testés donc en vigne large et en vigne étroite, et donc sur nos différentes typologies de machines, c'est-à-dire appareils traînés, appareil donc pour la vigne étroite sur enjambeur, et puis également appareil pour la vigne étroite et la vigne large sur machine à vendanger Mioland. Et puis concernant Technoma, des essais ont été réalisés avec on va dire 2 typologies de machines, face par face G-porté, PreciJet, et puis panneau récupérateur pour vigne étroite, panneau jet. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que voilà, on obtient, que ce soit pour Berthoud ou Technoma, des notes qui sont voilà, dans le haut du tableau, hein, puisqu'on s'y situe des notes entre 1 et 2, donc avec ce qui veut dire qu'on est sur un potentiel de réduction des quantités appliquées avec ces matériels de 30 à 50%, à moduler bien entendu selon le stade végétatif. Alors, performance pulvée, ça se traduit quand on livre une machine par la fourniture d'un certificat donc qui est en fait lié à la machine qui est livrée donc au client viticulteur. Donc chaque machine est identifiée individuellement dans le système. Et donc, à chaque fois qu'on livre une machine qui donc rentre dans ce cadre, on fournit ce certificat qui possède, donc sur lequel est indiqué le numéro de série de la machine, mais également le numéro d'identification performance publique. Donc voilà pour cette partie efficacité, on va dire agronomique. Donc voilà, sur laquelle on a fortement travaillé au travers de cette homologation, donc performance pulvée. Le deuxième élément de la performance, hein, on l'a évoqué en début de cette présentation, c'est évidemment la performance environnementale, l'impact environnemental, avec en particulier la réduction de la dérive. Alors, rapidement, un rappel réglementaire.
Donc, cette réduction de la dérive, elle se traduit par deux éléments qui se complètent. C'est d'abord les ZNT aquatiques, hein, donc qui sont des zones non traitées en bordure des points d'eau, qui dépendent du type de produit, enfin du produit utilisé. Hein, donc, la ZNT donc, peut varier de 5 mètres à 50 mètres, donc 5 mètres, 20 mètres ou 50 mètres. Voilà, les cours d'eau, ils sont repérés sur les cartes IGN. Cette ZNT, elle peut être réduite donc, de 20 mètres ou 50 mètres à 5 mètres quand on utilise un matériel qui est homologué donc, officiellement, c'est-à-dire inscrit dans une liste officielle qui est publiée par le ministère de l'Agriculture. Et de manière générale, donc, cette liste, elle a été établie à dire d'experts. Et en fait, les matériels qui figurent dans cette liste sont des matériels qui sont de typologie face par face jet porté avec buse injection d'air ou panneau récupérateur avec buse injection d'air. C'est les deux typologies de matériel qui en viticulture permettent de réduire les édémités aquatiques. Et deuxième volet donc, de la réduction de la dérive, c'est ce qu'on appelle les distances de sécurité riverain, ou une appellation un petit peu barbare, mais qui est l'appellation réglementaire, en tout cas celle qui figure dans le dernier arrêté qui date de janvier 2022, donc les distances de sécurité personnes présentes et résidentes. Donc ces distances de sécurité, elles s'appliquent à tous les produits, sauf les produits de biocontrôle ou les produits à faible risque. Et c'est une distance qui est fixe, donc de 10 mètres en viticulture. Elle peut être réduite avec des matériels homologués, donc les mêmes matériels que ceux qui figurent dans la liste dont je vous ai parlé précédemment, donc cette liste publiée par le ministère de l'Agriculture. Et donc, avec ce type de matériel, on peut réduire à 5 mètres avec du face par face jet porté et buse injection d'air, donc, et à 3 mètres avec des panneaux récupérateurs et buse injection d'air, donc ces distances de sécurité. Donc voilà pour ce rappel réglementaire. Alors, côté France Pulvé, on propose des solutions qui permettent de réduire la dérive. Donc, en ce qui concerne Berthoud, on a deux types de matériel qui permettent de réduire la dérive. C'est les équipements face par face pneumatiques par le dessus qui s'appellent CG Expert, donc qui sont destinés à la vigne étroite, donc des vignes qui font moins de 1,60 m de largeur, de plantation, et qui permettent une réduction de 66% donc, de la dérive, donc qui peuvent être utilisés pour réduire les édentés et qui permettent de réduire les distances de sécurité riverain de 10 mètres à 5 mètres. Important, je le signale au passage, ces équipements sont les seuls matériels pneumatiques qui sont homologués pour la réduction des édentés. Je vous ai dit précédemment que cette liste de matériel, il y avait deux typologies dedans, donc les appareils face par face jet porté, buse injection d'air, et les panneaux récupérateurs, donc buse injection d'air. En fait, ces matériels, le CG Expert figure dans la liste tout simplement parce qu'il a été testé. Il y a des essais qui ont été réalisés à la vigne et qui ont permis de mettre en évidence cette réduction de dérive. Et puis on trouve une deuxième catégorie de matériel, donc dans la gamme Berthoud, homologué ZNT, c'est tous les équipements face par face, jet porté air drive avec buse injection d'air, qui peuvent être utilisés aussi bien en vigne étroite qu'en vigne large. Côté Technoma, on va trouver deux types de matériel qui permettent de réduire la dérive. Les descentes face par face jet porté Precijet, qui permettent une réduction de dérive de 66%, qui peuvent être utilisés en vigne large et en vigne étroite. Et puis les panneaux récupérateurs PanelJet, qui permettent donc de réduire la dérive de 90% et qui sont destinés à la vigne étroite. Donc avec le PanelJet, il y a donc possibilité de réduire les distances donc sécurité riverain de 10 mètres à 3 mètres. Alors, je vous ai parlé donc précédemment donc de la performance environnementale, de la performance agronomique. Ce qui est important, on a bien vu qu'avec des matériels de type face par face ou panneau récupérateur, on pouvait augmenter les dépôts de façon significative par rapport à des matériels plus classiques, on va dire. Et donc, ces matériels permettent en tout cas, ouvrent la possibilité de réduire les quantités appliquées, donc de réduire les IFT, et donc ça rentre dans le cadre évidemment de la politique
éco-phyto, qui vise à réduire, diviser par 2 les quantités appliquées. Ce qui est important également de signaler, c'est qu'avec ces typologies de matériel, il y a possibilité réellement d'adapter les paramètres de traitement tout au long du cycle de la vigne. Et donc, en fonction du stade végétatif, on va pouvoir adapter évidemment la hauteur de pulvérisation en jouant sur le nombre d'étages ouverts ou fermés. On va pouvoir également jouer sur la taille des gouttes en choisissant soit des buses classiques qui font des fines gouttes ou des buses à injection d'air qui font des plus grosses gouttes et qui permettent de limiter la dérive. Et on va pouvoir également moduler l'assistance d'air, c'est-à-dire jouer sur le débit d'air, sur la vitesse d'air. Et ça, c'est également un levier pour limiter la dérive en début de végétation notamment, mais aussi limiter évidemment la consommation de gasoil et limiter également le bruit qui peut être généré par les matériels de pulvérisation. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé au travers de performance pulvée d'un potentiel de réduction de la dérive, des quantités appliquées qui pouvaient aller jusqu'à 50%. C'était sans parler des quantités qu'on peut également économiser en début de végétation, simplement en ciblant le végétal et en se limitant donc à ouvrir les étages de pulvérisation qui sont nécessaires. Donc, on peut économiser au-delà de ce qui est voilà, permis, ou en tout cas potentiellement permis par performance pulvée avec donc ce type d'équipement. Face par face, j'ai porté. Et puis, évidemment, avec les panneaux récupérateurs, on va encore plus loin puisqu'on a la possibilité donc, de récupérer une partie de la bouillie, notamment au stade précoce, puisque au stade précoce, évidemment, du fait voilà, de la végétation qui est faiblement développée, on a une surface d'interception qui est faible et donc une partie de la bouillie qui peut être récupérée. Donc, grâce à ce type de matériel. Voilà. Et donc, voilà, c'est investir pour économiser. C'est effectivement un investissement supplémentaire quand on parle de face par face portée ou de panneaux récupérateurs, mais c'est un investissement qui est rentable dans le sens où on sécurise bien entendu la protection du vignoble et on a également la possibilité d'économiser une partie du produit appliqué. Et c'est en particulier le cas avec les panneaux jet, puisqu'on peut à la fois vraiment optimiser la qualité d'application tout en voilà, limitant au strict minimum la dérive et en récupérant une partie également du produit appliqué, donc en faisant des économies de produits. Donc, investir pour économiser, le choix du pulvérisateur, je vais y revenir, c'est toujours un compromis. Il y a évidemment dans le choix, il n'y a pas que l'efficacité, il y a un autre élément qui évidemment doit être pris en compte, c'est la maniabilité, le débit de chantier. Mais il faut quand même retenir que selon le type de matériel, la quantité égale pulvérisée, la quantité déposée sur la vigne peut varier du simple au double. Donc tous les matériels ne se valent pas et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit quand on doit investir dans un nouveau matériel. Donc, je vais parler maintenant de maniabilité et de débit de chantier. Et voilà, donc c'est un élément évidemment qui pour vous est essentiel. Les équipements de type face par face ou panneaux récupérateurs, bien entendu, sont des matériels qui sont plus contraignants d'utilisation. Donc, ils permettent d'améliorer la qualité d'application, on vient de le voir, mais évidemment, le revers de la médaille, c'est que ce sont des matériels qui sont voilà, plus, on va dire, contraignants et qui sont voilà, qui sont moins qui ont une maniabilité inférieure à des équipements de type voûte pneumatique, aéroconvecteur, etc. Donc, ce qu'on a cherché à faire, en particulier dans la gamme Berthoud, c'est à gommer, on va dire, à limiter au minimum les contraintes d'utilisation de ces matériels. Alors, en ce qui concerne Berthoud, on a en particulier travaillé sur les descentes air drive, donc, qui sont des descentes monoblocs, compactes,
dans un matériau qui s'appelle le RIM, qui est un matériau extrêmement résistant au choc et très léger, avec des diffuseurs intégrés pour limiter au minimum le risque d'accrochage et un système d'escamotage sur manchon souple qui permet donc à la descente de s'escamoter dans toutes les directions et donc de limiter le risque de casse en cas de contact avec un obstacle. On a également travaillé sur des aides à la conduite. Là encore, pour faciliter la conduite et la maniabilité de ces matériels, avec l'ACS, qui est un système donc, assistance à la conduite simplifiée, qui permet de simplifier les conduites dans les tournières. Système également de suivi de sol, donc avec des capteurs ultrasons qui permettent de maintenir une distance constante entre le bas des descentes et le sol, et donc de travailler dans des terrains irréguliers ou des terrains en dévers. Et puis le dernier équipement, la dernière évolution voilà, qu'on propose, qui est déjà largement utilisée en grande culture, mais qui est un petit peu nouvelle en viticulture, c'est la coupure de tronçons par GPS qui permet donc de couper automatiquement la pulvérisation en sortie de rang, mais également quand on a des parcelles en pointe et qui permet aussi de faire des économies de produits. Alors, autre élément, c'est qui a été évoqué précédemment, qui est un des facteurs clés de la réussite de la pulvérisation, c'est le réglage du matériel. Et là, je vais reparler rapidement de choses qui ont été évoquées précédemment, l'étalonnage et le réglage. Donc, contrôle du débit, c'est très important, bien entendu, et réglage à la vigne, c'est également très important. Donc, réglage à la vigne qui peut être réalisé par différents moyens. Bon, le moyen le plus classique, c'est les papiers hydrosensibles. Mais il y a également d'autres méthodes. On a parlé de PEV fluo, enfin bon, il y en a d'autres qui peuvent être utilisées. Je vous renvoie vers deux vidéos que Bertou a réalisées il y a de ça quelques années avec Syngenta. Elles sont donc il s'agit de deux vidéos YouTube et qui expliquent bien comment procéder pour réaliser ce contrôle de débit et ce réglage à la vie. Alors, nous, en tant que constructeurs, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? C'est faciliter le réglage. Sur les descentes AirDrive, on a la particularité d'avoir des diffuseurs qui sont orientables avec la buse qui est solidaire du flux d'air, donc de manière à véritablement cibler le végétal et se concentrer sur la zone à traiter, comme par exemple la zone des grappes quand on fait des traitements antibotrytis. Alors, le réglage, il faut le faire sur une descente, en utilisant par exemple des papiers hydrosensibles déjà visuellement, mais voilà, on peut aller plus loin en utilisant des papiers hydrosensibles ou une autre méthode. Mais une fois qu'on a fait ce réglage sur une descente, il faut le reproduire sur les autres descentes. Et donc, sur nos descentes, on a des repères de réglage qui permettent de reproduire à l'identique le même réglage sur toutes les descentes. Donc, sur des matériels en vigne étroite où on peut avoir jusqu'à 7 ou 9 descentes, c'est quelque chose qui permet de gagner énormément de temps. Et puis, il y a le réglage de la machine, évidemment, avant d'aller traiter, mais il y a également la maîtrise des paramètres de pulvérisation en cours de traitement. Et on propose également un certain nombre de dispositifs qui vont permettre de faciliter cette opération, avec notamment la poignée sans fil pilote, donc qui permet de commander la pulvérisation en cabine, mais aussi depuis l'extérieur de la cabine. Et ça, c'est donc très pratique. Donc cette poignée sans fil, elle permet notamment d'ouvrir, de fermer la pulvérisation. Et donc, par exemple, quand on règle la machine, de commander facilement la pulvérisation depuis l'extérieur sans avoir à remonter dans la cabine. Idem si, par exemple, on doit intervenir parce qu'il y a une buse bouchée, après intervention, on peut vérifier que la pulvérisation est à nouveau correcte, et ça sans remonter dans la cabine, donc sans risque de contamination de l'intérieur de la cabine. On propose des rampes télescopiques, c'est extrêmement important puisque dans le cas des équipements face par face, il est indispensable de centrer les descentes dans le rang. Et donc, on a des rampes télescopiques dont, selon les équipements, on peut régler en fait la largeur depuis la cabine, voire même programmer cette largeur depuis la cabine. On dispose aussi sur nos équipements de géométrie positive et négative avec remise à zéro. Et c'est également un équipement indispensable quand on a un terrain qui est accidenté ou irrégulier,
puisque ça permet vraiment de positionner la descente en face de la vigne. Et puis, bien entendu, il faut aussi être capable d'appliquer un débit qui soit constant, quelle que soit la vitesse d'avancement, ou en tout cas, il faut être capable de, je dirais, monitorer en cours de traitement le débit et le volume hectare qu'on applique. Et ça, voilà, c'est également possible grâce aux contrôleurs de débit et aux régulations qu'on a développées, qui sont des régulations vraiment spécifiques à la vigne, avec un affichage des principaux paramètres qu'on doit suivre quand on pulvérise à la vigne. Voilà, donc en conclusion, voilà, je souhaiterais rappeler que le choix du pulvérisateur, donc c'est toujours un compromis. Efficacité de traitement, maniabilité, débit de chantier, confort de travail, ZNT, voisinage. Mais il faut retenir que tous les pulvérisateurs ne se valent pas. Selon les matériels, on a des écarts qui sont extrêmement importants, avec, en particulier avec les appareils face par face G-porté, les panneaux récupérateurs, la possibilité, un potentiel de réduction de dérive, de quantité appliquée de 30 à 50%, attesté par les essais qui ont été réalisés sur nos matériels dans le cadre de performance pulvée. Voilà, et puis voilà, pour simplifier l'utilisation de ces matériels, on a développé un certain nombre d'équipements qui permettent d'améliorer la maniabilité à la vigne, le confort de travail, dans un souci évidemment de simplicité d'utilisation et de productivité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition pour répondre à vos questions le cas échéant. Merci Jean-Christophe, merci pour votre présentation. Donc en effet, c'est le temps des questions. Donc nous en avons déjà une de Pierre qui demande sur le site Performance Pulvée. Il a priori est allé visiter et il se rend compte qu'il y a peu de pulvées qui sont testées. Donc comment trouver de l'info sur les autres pulvées et comment tester au mieux son pulvé sur le terrain? Alors, donc aujourd'hui, je pense il doit y avoir une vingtaine de matériels qui sont effectivement inscrits sur le site Performance Pulvée. Alors, comme je l'ai dit précédemment, Performance Pulvée, c'est une démarche volontaire. Donc, c'est le constructeur qui choisit ou pas d'inscrire son matériel. Et donc, voilà, c'est vraiment une démarche bon, qui est liée au constructeur. Donc, en tout cas, de notre côté, chez France Pulvé, on a fait voilà, le choix de vraiment investir dans cette démarche parce que c'est, de notre point de vue, voilà, une démarche qualitative et qui permet d'attester de la qualité de nos matériels au travers d'essais. Et voilà, c'est une classification qui est indépendante et qui permet de valoriser en tout cas les matériels qui sont les plus performants. Alors après, il y a deux éléments dans la question. Bon, il y a performance pulvée, c'est une première chose, et il y a les essais sur le terrain. Et ça, c'est une deuxième chose. Je dirais que performance pulvée, c'est vraiment important dans le cadre d'un nouvel investissement. Donc, quand vous avez à choisir un matériel, c'est important de vous poser la question, voilà, quels sont les meilleurs matériels, quels sont ceux qui permettent effectivement d'optimiser la qualité de mes traitements. Puis ensuite, il y a un deuxième élément, c'est comment je règle mon matériel, que ce soit un matériel voilà, dont je dispose aujourd'hui ou un matériel dont je vais m'équiper et dont je vais optimiser l'efficacité. Donc, il y a voilà, le réglage sur le terrain. Donc, comment on règle un matériel? Donc, il y a deux éléments qui sont vraiment très importants. C'est le contrôle de débit. Donc, s'assurer que effectivement on applique bien le volume hectare qu'on souhaite appliquer. Et donc, ça passe par une mesure du contrôle, enfin, un contrôle du débit des buses. Et donc, le choix du bon calibre de buse et également de la bonne pression de travail en fonction de la vitesse d'avancement, de la largeur de plantation.
et donc du volume hectare qu'on veut appliquer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est extrêmement importante, c'est de vérifier qu'on cible bien le végétal. Et donc ça passe par des essais, déjà tout simplement, de mon point de vue, faire un essai visuel dans la vigne pour s'assurer que le produit, voilà, qu'on couvre bien la hauteur de feuillage et qu'on n'en met pas ni en dessous ni au-dessus, qu'il n'y a pas de trou dans la pulvérisation. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième élément. Alors, contrôle visuel, donc ça, c'est assez simple à réaliser. Et puis, si on veut aller au-delà, donc il y a différentes solutions qui existent. On a parlé des papiers hydrosensibles. Donc, c'est une première possibilité. C'est ce qui est fait de manière très classique. Papier hydrosensible, hein, donc c'est des papiers qui se comportent un peu comme des buvards, c'est-à-dire que chaque goutte d'eau fait un impact bleu sur le papier hydrosensible qui est de couleur jaune. Et donc, en plaçant des papiers à différents endroits, ça permet d'avoir une appréciation de la couverture et également de la répartition à la fois sur la hauteur et aussi en termes de pénétration. La limite des papiers hydrosensibles, c'est qu'évidemment, ils sont de taille réduite, donc on n'a pas une vision complète sur le feuillage. Il y a une autre méthode qu'on utilise, nous, assez fréquemment, qui est intéressante, c'est d'utiliser de l'argile. Et avec de l'argile, on peut aussi, et c'est l'avantage par rapport au papier hydrosensible, avoir une visualisation sur l'ensemble du feuillage. Et c'est assez simple à mettre en œuvre. Et voilà, ça permet de vraiment visualiser la pulvérisation sur la totalité du feuillage et d'avoir une appréciation à la fois de la couverture et aussi de la pénétration. Voilà, et puis il y a d'autres méthodes hein, qui ont été développées par exemple, Syngenta a développé une solution. Enfin, il y a également la solution qui est en cours de développement, dont nous a parlé précédemment Adèle Nakache. Merci. Alors, avant de poursuivre les questions, nous allons vous poser une petite question. Donc, il y a un sondage va s'afficher sur votre écran. Vous n'aurez qu'à choisir entre l'une et l'autre des réponses, savoir si vous souhaitez aller plus loin dans la discussion avec notre expert en bénéficiant d'un échange en direct avec lui. Donc voilà, le sondage s'affiche à votre écran. Si vous souhaitez être recontacté par Jean-Christophe, n'hésitez pas à cliquer sur le oui. Et donc, nous vous laissons le temps de répondre avant de poursuivre avec d'autres questions. Merci, voilà. Donc, une autre question, Jean-Christophe. Combien de temps peut durer l'accompagnement à la conduite et au réglage pour un utilisateur de vos matériels? Alors, je dirais que, bon, si on prend le contrôle du débit des buses, je dirais que quand on veut réaliser cette opération, ça va durer à peu près, je dirais, faut à peu près 1 heure pour faire ce genre de choses. 1 heure et demie. Ça va dépendre évidemment aussi du type de matériel parce que voilà, si on prend un équipement par exemple, en vigne large, je prends le cas d'un exemple, face parfage et portée 3 rangs, on va avoir 6 descentes, mettons 4 étages, ça fait 24 buses. Bon, voilà, ça va être évidemment plus long si on prend des matériels pour la vigne étroite. On peut avoir des rangs jusqu'à 9 rangs. Donc, il vaut mieux être à deux, évidemment, pour faire ce genre d'opération. Donc, voilà, après, le réglage à la vigne, le contrôle visuel, bon, c'est quelque chose qui est quand même assez rapide à faire. Et puis ensuite, si on veut aller au-delà, voilà, mettre des papiers hydrosensibles, faire un traitement à l'argile, donc je dirais que voilà, il faut compter encore, je dirais, faut bien compter 1 heure supplémentaire. Traitement à l'argile, il faut quand même préparer la bouillie. Je dirais qu'il faut compter entre 1 heure et demie et 2 heures pour faire ce type de manipulation. Donc, bon, de toute façon, évidemment, on fait pas ça tous les jours. Je dirais que le contrôle du débit, il faut le faire, de mon point de vue, au moins une fois
par an, donc en début de campagne. Et puis, le réglage à la vigne, il faudra le faire, je dirais, aux différents stades végétatifs. Enfin, voilà, il faut faire un premier réglage en début de végétation et puis en faire un deuxième, au moins au stade intermédiaire ou stade tardif. Voilà, si on veut vraiment être optimisé, on va dire, la qualité des réglages, hein, voilà, ça prend euh, voilà, un petit peu de temps, mais c'est aussi pour moi voilà, ça permet de sécuriser en tout cas son application et puis aussi de limiter les pertes dans l'environnement parce que ça permet de mieux cibler, on va dire, la qualité de traitement et ça permet de limiter les pertes. Merci. Une autre question, est-ce que vous vous êtes intéressé aux applications par drone? Et si oui, qu'en pensez-vous? Et sinon, qu'en Alors, pensez-vous? ça fait partie des sujets de réflexion sur lesquels on travaille. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. On en est vraiment, je dirais, au balbutiement. Il y a des essais qui ont été réalisés au cours des 2, 3 dernières années par l'IFV et l'INRAE. Donc, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel des choses, hein, la pulvérisation par drone n'est pas autorisée en France. Donc, il y a des essais qui ont été autorisés à titre expérimental au cours des 2, 3 dernières années dans des vignobles accidentés, puisque bon, voilà, c'est des vignobles où des fois compliqués de traiter, hein, obligés d'utiliser soit des appareils à dos ou voilà, des appareils montés sur chenillettes avec un risque important d'exposition pour l'opérateur. Donc effectivement, dans ce type de vignoble, ça pourrait être une solution très intéressante. Donc pour le moment, les premiers résultats, c'est voilà, de dire que alors c'est intéressant parce que dans certains cas, on l'a bien vu en 2021, c'est très difficile de rentrer dans les vignes voilà, quand il pleut tout le temps. Donc on pourrait se dire que en tout cas, ça permettrait de répondre à cette problématique. En tout cas, les premiers essais montrent que en termes de qualité d'application, on est en dessous de matériel, je dirais, terrestre et qu'il faut combiner en tout cas l'utilisation de drones avec des matériels classiques. Mais bon, voilà, c'est en tout cas un champ d'exploration qui est quand même intéressant et sur lesquels, en tout cas, ça mérite d'être travaillé. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Alors, le sujet du jour, c'est le biocontrôle. Est-ce que biocontrôle et pulvérisation font bon ménage? Alors, effectivement, je n'en ai pas parlé. Ça a été bien dit, je crois, par Adel Bakache, à savoir que effectivement, les produits de biocontrôle en général sont des produits qui agissent par contact et donc qui nécessitent d'optimiser la qualité d'application. Donc tout ce que je vous ai dit précédemment sur voilà l'importance du matériel et du réglage sur la qualité de la pulvérisation, c'est encore plus vrai avec des produits de contrôle. Alors, en parlant de produits et de solutions d'avenir, est-ce qu'on peut dire que la pulvérisation a un avenir vu les contraintes qui pèsent sur les produits phytosanitaires, les enjeux environnementaux? Alors, c'est vrai que effectivement, alors, je dirais les traitements et la protection du vignoble, en tout cas, de notre point de vue, resteront incontournables dans l'avenir. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, les contraintes sont de plus en plus fortes. Donc, à la fois en termes de protection de l'environnement, donc limiter les impacts négatifs de la pulvérisation, mais aussi en termes de quantité appliquée. Hein, c'est l'objectif de réduire les quantités appliquées. Donc, c'est quelque chose évidemment qui va plutôt aller en se renforçant. Et donc, le matériel a un rôle un rôle extrêmement important à jouer à ce niveau-là, aussi bien en ce qui concerne la limitation des impacts. Hein, on voit bien qu'il y a des matériels qui permettent de réduire la dérive par rapport à d'autres et de manière significative, que sur la réduction des quantités appliquées.
Et on l'a vu aussi à travers des essais performance pulvée. On a des matériels qui sont capables de réduire de 50% les quantités appliquées par rapport à des matériels de base. Bon, quant à l'utilisation de produits autres que les produits de synthèse, je dirais qu'on aura besoin, là encore, de matériel, je dirais, de plus en plus efficace à l'avenir parce que ces produits-là sont, on va dire, moins opérants, moins efficaces que des produits de synthèse. Donc, je pense qu'à l'avenir, on ne pourra pas se passer de la pulvérisation. On aura toujours besoin de pulvérisateurs pour protéger la vigne. Et je dirais qu'on aura besoin de plus en plus de matériel performant, efficace pour le faire. Donc vous parliez en effet de réduction d'intrants. Est-ce que vous êtes en mesure de justifier d'une réduction d'intrants grâce à vos matériels, par exemple dans le cadre d'une démarche HVE ou autre démarche environnementale? Alors en fait, ce que nous, alors on a alors HVE, donc on n'a pas de certification HVE sur une machine. En fait, ça n'existe pas. En fait, HVE, c'est une démarche qui effectivement HVE niveau 3 notamment, donc inclut, enfin il y a deux voies possibles, mais il y a en particulier une des voies qui est basée sur la réduction des intrants, réduction de l'IFT. Nous, en fait, la réponse qu'on apporte, c'est des matériels qui ont un potentiel, comme on l'a vu précédemment, au travers de performance pulvée, donc des matériels qui sont homologués performance pulvée, qui ont un potentiel donc de réduction des quantités appliquées. Voilà. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important puisque c'est pas le cas déjà de tous les matériels. Et deuxièmement, le fait que ces matériels soient labellisés performance pulsée, ça prouve qu'ils ont été testés, en tout cas dans notre cas, puisqu'on est, on est dans performance pulsée par la voie des tests. Et donc, c'est quand même un gage de sécurité et de fiabilité par rapport à une démarche de réduction des quantités appliquées. Merci. Nous arrivons à la fin de notre échange et du temps qui nous était donné. Donc, merci pour votre participation à cet événement. Jean-Christophe, est-ce que vous avez un mot de conclusion à dire à nos participants? Eh ben, je leur souhaite en tout cas une campagne de traitement moins compliquée que celle qu'on a connue l'an dernier. Et puis, cette campagne, elle va démarrer prochainement. Et donc, que vous ayez un matériel neuf ou un matériel qui a déjà quelques années, je me permets d'insister sur l'importance du réglage qui est vraiment déterminante pour la réussite de vos traitements en 2022. Voilà. Et donc, voilà, je vous souhaite Merci. un bon courage et une bonne pulvérisation. Message passé. Donc, merci à tous. Merci pour la qualité de nos échanges. Je vous rappelle que vous recevrez un message prochainement, déjà avec un questionnaire de satisfaction pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Et également un mail avec le lien pour accéder au replay si vous avez loupé une partie ou si vous souhaitez revenir dessus. Et dans tous les cas, et maintenant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très bientôt dans le cadre de nos rencontres. Au revoir. Au revoir.